Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du coup des abandons des animaux de compagnie et aussi, on va le voir avec Lisa, les animaux de ferme. C'est la première, donc il va peut-être y avoir quelques loupés, je vous préviens. Hop, hop, hop. Est-ce que déjà dans les commentaires, je dois vous commencer, donc on entend, je ne sais pas si vous me voyez, par contre, en revanche, j'ai l'impression que la caméra est coupée. Lisa, et Lisa, je pense qu'il faut que tu relèves la main, je pense que c'est bon. Ah non, Lisa, j'ai besoin que tu relèves la main en bas pour participer. Et on va avoir Katia Renard également qui va nous rejoindre, qui est rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis et fondatrice de l'association Solidarité Peuple Animal. Et nous allons avoir également Guillaume Sanchez, le directeur général de la SPA. Lisa, toi, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, mais apparemment j'ai disparu. Bon, bah écoute, on va déjà démarrer comme ça et on va voir si tu arrives du coup à le faire. Est-ce que du coup tu peux présenter le refuge donc, des Trois Dindes à toute la communauté brute? Salut la communauté brute. Alors le refuge des Trois Dindes, c'est un refuge dédié aux animaux de ferme essentiellement, issus de maltraitance ou d'abandon. Le refuge a été créé en mai 2019, donc je suis fondatrice avec ma maman et également une amie, donc d'où les Trois Dindes en fait. Parce qu'il n'y avait pas seulement une envie de montrer qu'on ne faisait pas de distinction entre les espèces, il y avait aussi l'envie de se dire, voilà, on va traiter un sujet grave avec un petit peu d'autodérision et de légèreté, parce qu'on en a besoin pour tenir au quotidien. Hein. D'où le nom du refuge. Les Trois Dindes, voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer la mission des Trois Dindes? Alors notre mission, c'est de venir en aide aux laissés pour compte, donc les animaux de ferme qui ont très très peu de structures d'accueil. Au départ, si on a décidé de créer le refuge, c'est parce qu'on était souvent sollicités, ma mère et moi, ayant beaucoup de terre, pour prendre en charge des animaux qui étaient issus de maltraitance ou qui avaient été laissés dans un champ. Et à un moment donné, on ne pouvait plus absorber, que ce soit humainement parlant ou financièrement parlant, les sauvetages. Et on a eu vent en début 2019 de plusieurs sauvetages qui n'avaient pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil pour les animaux. Donc on a dit on va créer une asso pour justement prendre en charge ce cochon qui est abandonné sur la voie publique, cette chèvre qui est attachée dans un champ. Voilà, il fallait qu'on puisse venir en aide à ces animaux-là qui manquaient cruellement de structure. Et du coup, tu peux nous dire à peu près quel type d'animaux tu recueilles et quelle est peut-être l'espèce, la principale espèce que tu recueilles au refuge des Trois Dindes? Alors, on a principalement, c'est assez équilibré quand même, mais principalement des chèvres et des équidés. Après, on a aussi des cochons, des moutons, quelques volailles, des dindes bien sûr. et parmi les équidés, on a beaucoup d'ânes. D'accord. Ouais, et donc après, comme tu peux l'expliquer, vous leur trouvez pas vraiment d'adoptants. Même si on peut appeler ça comme ça, mais je veux bien que tu expliques du coup un peu à la communauté le principe de l'adoption chez vous. Effectivement, alors nous, étant donné que plusieurs fois sur des cas de maltraitance, on est intervenu parce que la famille qui détenait l'animal a eu un gros souci, un divorce, une maladie. On s'est dit que si on mettait de nouveau à l'adoption ces animaux-là, étant donné la durée de vie qu'ils ont, parce qu'en moyenne ça va être du 20 ans, hein, c'est difficile d'avoir une visibilité jusqu'à la fin de leur vie. Donc on a décidé de mettre en place un système de famille d'accueil longue durée. Ce qui rassure aussi la famille, c'est qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, s'il se passe quoi que ce soit dans leur vie, s'ils ont une mutation professionnelle, l'animal va revenir au refuge. Et également, quand il y a une pathologie lourde à prendre en charge, eh bien, nous, on va accompagner les gens, on va les aider financièrement. Voilà, par exemple, imaginons ils se blessent à un sabot, etc. Vous pouvez être là pour les aider si eux ne le peuvent pas. Exactement. Ou les pathologies liées à l'âge aussi, parce que les équidés, en vieillissant, ça va développer des pathologies telles que la maladie de Cushing. Je ne sais pas si certains connaissent, mais ça, c'est très fréquent, c'est chez les équidés qui vieillissent. Et du coup, on va assurer... Lisa, je te laisse expliquer du coup la maladie. Alors, la maladie de Cushing, c'est une maladie qui va toucher les équidés à peu près à partir d'une vingtaine d'années. On va voir qu'ils n'arrivent plus à perdre leur poil d'hiver facilement. Que dans leur alimentation, malgré une bonne alimentation, parfois ils assimilent pas, donc ils commencent à maigrir. Et c'est une maladie qui, en gros, va toucher l'ensemble du système de l'animal. Ça peut se porter sur le système digestif, sur le système locomoteur aussi, en attaquant certains ligaments. C'est une maladie qui est endocrinienne, en gros.
et qui va du coup créer un ensemble de problèmes chez l'animal. Et s'il n'est pas traité, malheureusement, c'est quelque chose qui va se développer assez vite et aggraver plein de situations. J'ai par exemple un poney qui en est mort, hein, malgré l'accompagnement qu'on a pu lui apporter, parce que ça avait bousillé les ligaments de ses hanches. Et un jour, il ne pouvait plus marcher du tout, donc ça a été la fin. Et certains, ça va se porter même sur du neurologique, donc ils n'ont plus idée d'aller boire. Et du coup, si on n'est pas là pour surveiller, du coup, l'animal pourrait se laisser mourir de soif. Donc c'est une maladie qui est très répandue avec des symptômes vraiment variés et qui est importante à déceler. Donc c'est une prise de sang pour ça. Nous, on a de nombreux équidés qui en sont atteints et souvent, c'est la cause du début de la maltraitance parce que c'est pas diagnostiqué et les gens ont un animal qui commence à maigrir. Et finalement, en donnant plus de rations, ça ne résout pas le problème. Et du coup, l'animal se dégrade. D'accord, ok. Et donc, après vous, ils restent donc du coup propriétaires du refuge toute leur vie. Et les principales, parce que on va démarrer direct sur ce sujet, les principales causes d'abandon du coup au refuge, même si vous, c'est pas spécifiquement toujours des abandons, mais c'est souvent des sauvetages. Est-ce que du coup, tu peux les expliquer du coup à toute la communauté ? Alors effectivement, on a quand même beaucoup d'abandons. C'est différent du chat ou du chien qu'on va souvent abandonner, par exemple, lors des départs en vacances, bien que ça existe. Mais souvent, l'abandon va être lié soit à un problème de gestion de l'animal. Par exemple, une chèvre, ça nécessite des clôtures particulières. Et puis, les gens vont prendre des chèvres et puis ils vont pas avoir les bonnes clôtures. Elles vont faire que divaguer, s'échapper tout le temps, créer des problèmes au niveau du voisinage. Et au bout d'un moment, ils en ont marre, ils savent plus quoi faire et ils les laissent partir. Donc, il y a ce cas-là. Mais il y a aussi l'abandon lié à la charge financière. Parce que nous, les animaux de ferme ou les équidés, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur la voie publique qu'ils ne sont pas abandonnés en fait. Des fois, on va aller les retrouver, ils sont à l'abandon total chez leur propriétaire dans un champ, ils ne reçoivent pas de soins, ils n'ont pas de nourriture et au final, les propriétaires attendent que les animaux meurent de faim dans le pré, quoi. Et donc là, c'est à ce moment-là, vous intervenez parce que vous êtes appelé par les forces de l'ordre. Comment ça se passe? C'est le voisinage qui vous alerte? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on a un service d'enquête dédié à ça, avec des enquêtrices qu'on a formées, une juriste aussi dans notre conseil d'administration qui nous aide dans les démarches pour rester toujours dans un cadre très légal. Mais effectivement, soit c'est les forces de l'ordre qui nous alertent, soit c'est des particuliers. Le voisinage ou quelqu'un tout simplement qui s'est baladé sur un chemin de randonnée, parce que c'est toujours dans des campagnes reculées la plupart du temps. J'aime bien dire que c'est une maltraitance qui est silencieuse parce que personne ne le voit. Ces animaux-là n'ont pas la possibilité d'appeler à l'aide. Ils ne sont pas visibles, ils sont dans des vieilles granges ou dans des campagnes reculées. Et donc à partir du moment où on a un signalement, nous, on vient dans une première démarche enquêter, faire une enquête de voisinage auprès des propriétaires aussi pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas là pour enquêter à charge tout de suite. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ont un animal qui a une pathologie, qui est gérée, mais par contre, ça fait des symptômes physiques et donc on a l'impression que l'animal ne va pas bien, sauf qu'en fait, c'est juste lié à une maladie. Donc on enquête toujours sur le contexte et ensuite on essaye de trouver des solutions d'accompagnement parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment par méconnaissance finalement qu'ils rentrent dans la maltraitance, par négligence. Donc ces personnes-là, s'ils ont les moyens financiers et matériels d'assumer leur animal, à ce moment-là, on va les accompagner pour les conseiller, les mettre en relation avec notre vétérinaire, notre maréchal ferrant, de manière à pouvoir rétablir la situation chez eux, les conseiller sur l'abri de l'animal, sur l'alimentation adaptée. Par contre, si on n'arrive pas à tomber sur quelqu'un qui serait volontaire pour améliorer les choses, à ce moment-là, on rentre soit dans des procédures judiciaires, soit on arrive à faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper correctement de son animal et du coup, on obtient des cessions de l'animal. D'accord. Mais justement, on va parler du coup sur un peu de tout ça avec Guillaume et après je donnerai parole à Katia parce que Guillaume va devoir nous quitter dans quelques minutes, en fait dans une dizaine de minutes. Guillaume, est-ce que tu nous entends et tu nous vois? J'ai l'impression que oui dans les commentaires, mais est-ce que tu es bien là cette fois? Non, pas de nouvelles de Guillaume. Guillaume, tu peux quitter l'application et revenir, comme ça va relancer et on pourra peut-être t'entendre. Donc Guillaume, pour rappel à toute la communauté, voilà, il est parti, il va revenir. C'est le directeur général France de la Société protectrice des animaux et qui va pouvoir en fait tout simplement nous détailler les chiffres de cet été qui ne sont pas bons et que Katia va également commenter. Je vais donner la parole à Katia puisque Katia est clairement experte sur tout ce qui est chiffres et protection animale. Hein. On l'appelle souvent entre nous la reine de la protection animale.
Et donc, juste si Guillaume revient, puisqu'il doit nous quitter dans quelques temps. Mais je n'ai pas l'impression. Et Katia, je te laisse prendre la suite, te présenter du coup à la communauté brute et raconter ton parcours et ta vie dédiée à la protection animale. Alors bon, moi au départ, je suis journaliste quand même. Donc je suis rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Nickel. Et donc, moi, je suis à la tête du magazine. Donc, ça n'est pas la fondation, c'est le magazine, même si on est toujours en contact avec la fondation. En fait, je dirige le magazine depuis 16 ans maintenant, donc ça fait longtemps. Mais je suis journaliste à la base et je suis un petit peu tombée dans la protection animale, en fait, par mon métier. J'ai d'abord travaillé à Cheval Magazine et là, un peu tout ce qui concerne la protection animale. Mais c'est vraiment en étant rédactrice en chef de 30 millions que j'ai vraiment touché du doigt tout ce qui se passe et notamment je me suis familiarisée avec les bonnes choses et les moins bonnes choses du monde de l'animal. Et donc évidemment le phénomène de l'abandon des animaux, c'est quelque chose qui se fait depuis 16 ans, mais même quand moi j'étais petite, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Il n'y avait pas cette prise de conscience, c'était pratiquement normal de voir des chats dans la rue. J'ai l'impression quand même qu'on en voit beaucoup plus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est monté avec la prise de conscience de notre société. Donc voilà, donc moi tous les ans, effectivement, je relais depuis 16 ans ce fléau et on a l'impression que c'est une sorte de puits sans fond et enfin, Johan, tu en sais aussi quelque chose, c'est que tous les ans, le même scénario se reproduit sous nos yeux. Et même, on a l'impression que même depuis quelques années, c'est toute l'année que ça se produit. Effectivement, durant là, ça se constate pour cette année. Et donc voilà, moi, c'est d'abord un travail de journalisme. Et puis ensuite, comme tout journaliste, à un moment donné, on essaye de faire le... Et c'est suite à une immersion, un refuge pendant 15 jours que j'ai constaté le désarroi des refuges, notamment suite à l'annonce de la fin des emplois quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et donc, il a annoncé qu'il y aurait plus d'emplois aidés et pour les savent de quoi il s'agit, c'était un vrai drame. Ça permet à une association qui a moyen de recruter à des employés de manière subventionnée. Pour un emploi, pour un salaire, il a 4 emplois aidés. Donc, ce qui est un refuge a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour nourrir au quotidien et parfois jour et nuit. Donc là, je me suis dans ce refuge, on va le nommer, c'est AVA, Agir pour la vie animale, où j'ai passé tout ce temps, nuit, jour. C'était un drame à la fin. Je te coupe, on me dit que ça coupe beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu es sur le Wi-Fi ou en 4 ou 5G, mais du coup, peut-être si tu peux te mettre en Wi-Fi ou en 5G ou 4G. Je suis normalement sur le Wi-Fi, mais je vais peut-être... Là, on t'entend bien. Là, tu m'entends. Je vais peut-être me rapprocher de ma box alors, parce que c'est peut-être... tu peux balader, c'est fait pour ça. C'est du direct. Voilà. Et il y a zéro souci, on est là pour que ce soit fun. Donc, voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, on t'entend. Alors, Guillaume est de retour. Guillaume, est-ce que tu nous entends? Alors, moi, je vous entends. On t'entend. Et vous m'entendez? On t'entend très bien. Guillaume, du coup, vu que je sais que tu dois nous quitter d'ici une dizaine de minutes, on reviendra à Katia juste après. Et donc, peut-être que tu peux nous commenter, donc déjà te présenter en tant que directeur général de la Société protectrice des animaux et nous commenter les chiffres de l'été. Et je crois qu'il y a aussi une petite actualité à nous partager ce soir en exclusivité pour la communauté brute. Alors, pour le coup, merci Johan. C'est super d'être dans cette première émission qui vient juste de se lancer. Très content d'être avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Alors, forcément, c'est pas le même soleil que celui qu'offre Lisa, puisque... moi, je suis en plein Paris, au pied du 18e, et donc ça a l'air un peu moins sympa, et je ne suis pas aussi bronzé que Katia. Juste pour vous dire que pour le coup, très content d'être avec vous ce soir et de vous voir en pleine lumière. Nous, malheureusement, à la SPA, c'est un peu la galère actuellement, puisqu'on n'a jamais eu autant d'animaux dans nos refuges. On est à plus de 7% par rapport à l'an dernier. On a plus de 7000 animaux, plus de 7500 animaux qui sont présents, des chiens, des chats, des chevaux.
Et j'entendais Elisa qui évoquait la maltraitance tout à l'heure, quand moi je ne pouvais pas me connecter. On vit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un petit peu moins d'abandon cet été par rapport à 2021, mais pas parce qu'il y a moins d'animaux, mais parce qu'on n'a plus de place, on déborde de partout. Il faut arrêter les gens, il faut arrêter d'acheter, il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les animaux. Il est temps de se responsabiliser, il est temps de s'engager, et par rapport à ça, il est temps aussi de venir dans les refuges. Donc ça, c'est un peu le message d'alerte. On essaie de positiver le truc parce que je sais pas si je balance l'info ou pas. Johan, tu me dis? Ici, vas-y, bien sûr, c'est fait pour Mais ça. oui. C'est fait pour ça. Et ben, la grosse news, c'est que justement, on se dit qu'il faut vraiment toucher tout le monde et les plus jeunes. Et on a développé avec Havas Interactive, on a développé un jeu qui s'appelle, enfin, on participe à un jeu qui s'appelle Stray, qui est un super jeu où pour le coup on est avec des chats, on se balade dans un monde, il y a une aventure, et en fait le but du jeu c'est tout simplement de retrouver ses maîtres, et c'est un peu comme nous avec nos animaux qui espèrent retrouver quelqu'un. On a développé 5 mods qui sont en fait des vrais chats de nos refuges qui espèrent de trouver quelqu'un, et en fait c'est vraiment une grande première dans tout le monde associatif. On a grosso modo des mods qui représentent des chats qui sont dans ce jeu vidéo et vous pouvez tous jouer avec. L'objectif c'est vraiment sensibiliser les plus jeunes, que chacun en fait se dise le chat qui est dans le jeu vidéo ça pourrait être le mien qui se perd, le mien qu'il faut identifier et surtout le mien qu'il faut adopter, donc venez chez nous. Et alors c'est génial. Pour Stray, c'est effectivement canon. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde de la communauté qui connaît parce qu'il y a pas mal de commentaires du coup sur le sujet, donc j'ai l'impression que Stray est très connu. Et donc du coup, Guillaume, on peut retrouver toutes les infos sur Stray sur le site internet de la SPA évidemment et sur vos réseaux sociaux puisque ça a été publié il y a quelques heures. Donc effectivement, vous pouvez aller vous occuper d'un chat virtuel et surtout en apprendre plus sur la possession responsable, la stérilisation. Et Guillaume, avant que tu nous quittes, j'aurais bien aimé justement sur les chiffres où effectivement apparemment il y a aussi moins d'adoptions cette année, certainement dû aussi après 2 années Covid où il y a eu beaucoup d'adoptions, que ce soit dans les refuges ou d'animaux de race d'ailleurs. Et pour toi, c'est quoi les principales, parce qu'on le voit souvent sur vos réseaux sociaux, mais les principales causes d'abandon en fait, pourquoi les gens viennent abandonner? C'est ça, tu vois, c'est ce avec quoi on peut partager avec la communauté, tu vois, sur les causes que vous avez régulièrement en fait dans vos refuges. En fait, quand on a construit notre nouvelle campagne, les raisons de l'aimer, vous savez, où justement on montre un animal en montrant finalement qu'on a tellement de chouettes aventures, même s'il y a des petites bêtises, c'est ce qui finalement fait une histoire commune. On a posé la question à nos refuges sur pourquoi les gens abandonnent, et autant on peut avoir des raisons professionnelles, des séparations, des divorces, un problème de crise économique. Parfois, on a simplement, désolé de le dire, juste de la stupidité. Le chien bat trop de la queue, il a trop de poils. Finalement, j'ai découvert que le chat était noir et blanc. Je m'en étais pas rendu compte, ça fait 6 mois que je l'ai. Bref, il y a des trucs qui font que pour les collègues qui sont dans les refuges et les bénévoles, c'est un peu difficile. Les vraies raisons de fond, souvent, c'est quand même la question de la prise en charge et le fait de ne pas avoir réfléchi. C'est tiens, on se déplace, on a des vacances cet été, qu'est-ce qu'on va faire de l'animal? Et en fait, on ne se pose pas suffisamment la question de c'est quoi notre vie avec cet animal, parce qu'en fait, c'est un membre de la famille. C'est vraiment un membre de la famille. Faites-lui une place dans votre cœur, faites-lui une place auprès de vous. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de défendre, tout comme finalement tous les 4 avec nous. Je suis vraiment désolé ce soir, parce que j'ai eu du mal à me connecter. Et en fait, c'est l'anniversaire de ma femme. Et moi non plus, si je veux pas être abandonné à mon tour, et il faut absolument que je la rejoigne. Et comme ça s'est un peu fait décider sur le pouce, mais je participerai volontiers à nouveau. Johan, c'est un tel plaisir. Et pareil pour Lisa. Le bienvenu sur Brut, évidemment. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites avec la SPA. Merci d'avoir pu quand même te connecter. Et on a réussi, c'est le principal. Donc, on te dit tous les 3 à très vite. Et on va reprendre avec Katia. Moi, je vous embrasse. Et bon anniversaire, j'embrasse tous ceux qui aiment les petits bouts. Et bon anniversaire. Merci à vous. Salut Guillaume, ciao. Ciao. Salut. Katia, du coup, après, on va répondre quand même à toutes les questions que vous avez déjà posées et puis vous pourrez même vous connecter avec nous si vous avez envie de parler. Et Katia, du coup, j'aimerais bien que, à la suite de ce que tu viens de dire, que tu présentes du coup ton asso quand même que tu as fondé et dont voilà, alors je vais faire vite, mais ouais, je ne sais pas si vous m'entendez mieux là, parce que on t'entend très bien.
Voilà. En fait, à la suite de ça, en fait, de ces emplois aidés qui étaient arrêtés, je me suis demandé comment je pouvais, moi, à mon échelle, aider des associations qui avaient énormément de besoins et pas beaucoup de moyens, notamment financiers. Et donc, j'ai créé cette plateforme qui s'appelle aujourd'hui Solidarité Peuple Animal, qui est une plateforme qui est dédiée aux associations et qui leur permettent un peu à la manière du Bon Coin de poster toutes leurs, via des petites annonces, tous leurs besoins en recherche d'adoptants. Hein. Ça peut être des maîtres, donc il y a un peu plus d'1 millier d'annonces de chats, de chiens, de lapins, mais aussi de publier des annonces sur des besoins de nourriture, de litière, même de bénévoles, parce qu'en fait, la force vive des associations, c'est vraiment le bénévolat, puisqu'ils ne peuvent pas recruter et payer des employés. Donc, ça repose beaucoup sur l'aide bénévole, mais l'aide, ce n'est pas simplement nourrir les animaux, les promener, ça évidemment c'est important. Mais il faut aussi, pour construire des chatteries, promener les chiens, d'accord, mais il faut aussi des comptables, il faut des community managers, parce que les associations aujourd'hui ont bien intégré les réseaux sociaux, et donc elles ont besoin de ça, mais aussi de gens pour faire des collectes alimentaires, pour faire du covoiturage. Et donc cette plateforme permet de poster des annonces, mais quand nous, on est particulier, on peut aussi s'inscrire, tout est gratuit, hein. Et poster une annonce en disant, moi, je suis salarié, pendant mon temps libre, j'ai du temps pour aider les associations, et vous pouvez dire comment vous voulez les aider, soit en étant comptable, soit en étant juriste, puisque Lisa faisait allusion à une juriste. Il y a plein de juristes qui travaillent bénévolement pour des associations. Et donc, en fait, les associations ont besoin de compétences qu'elles ne peuvent pas rémunérer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Donc, si vous êtes compétent, vous avez un petit peu de temps, vous aimez les animaux et vous voulez aider, on a tous, à un moment donné de sa vie, dit, ah bah tiens, si j'avais du temps, j'aimerais bien aider une association, mais on ne sait pas comment. Et bien en fait, moi, j'ai voulu répondre à ce « on ne sait pas comment » en proposant un outil qui permet de contacter via une messagerie directe. En fait, nous, on ne voit même pas ce qui se passe, de contacter un refuge, une association qui s'est inscrite sur notre plateforme. Aujourd'hui, il y en a près de 330, je pense, on est pas loin de 350, qui sont inscrites et qui font appel à nous, qui postent des annonces et qui recrutent des gens. Et parallèlement, on organise aussi des opérations de collecte, de distribution, parce qu'on a des entreprises partenaires. Les entreprises peuvent aussi s'inscrire et proposer d'aider. Donc souvent, elles aident en donnant de la nourriture, des litières. Là, par exemple, avec Mars Pet Care, on a 300 palettes de litières qu'on distribue un peu partout en France dans les associations de chats. Parce que les associations de chats, il y en a plein. Justement, il faut qu'on parle des chiffres parce que Guillaume a effectivement dit qu'il y avait une augmentation, que leur refuge était saturé. Les refuges de la SPA, c'est 62 maisons et refuges. C'est en gros 40-45 000 places. Mais à côté de ça, il y a plein d'associations, plein d'autres associations qui accueillent des animaux, des chats, des chiens. Moi, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Monsieur Fontenot des fourrières de la SACPA. Les fourrières, en fait, c'est cet organisme privé qui récupère les animaux errants. Avant qu'ils passent en refuge, ils vont en fourrière, donc ils sont récupérés, il y a une espèce de bilan sanitaire qui est fait, ils essaient de retrouver les propriétaires, parce qu'il y a des animaux perdus quand même. Et pour ceux qui n'ont pas de propriétaire, parce qu'ils ne sont pas identifiés, il y en a encore plein qui ne sont pas identifiés, et ben, au bout de 8 jours, ces animaux sont la propriété de la fourrière. Et Monsieur Fontenot m'expliquait il y a 10 jours qu'ils ont à peu près 7500 places pour des chiens. Ils sont déjà à saturation. Déjà, ils font des transferts de fourrière à fourrière pour faire de la place. Mais comme les refuges sont tous pleins, eh bien, en fait, ils ne peuvent pas travailler avec les associations partenaires. Ils ne peuvent pas transférer les chiens ou les chats, mais ils ont surtout des chiens, dans les associations pour que ces animaux aient une chance d'être adoptés. Et donc tous ces 7500 chiens restent aujourd'hui dans les fourrières, ne vont pas dans les associations. Donc les fourrières les gardent tant qu'ils peuvent les garder, les nourrir, s'en occuper, mais à un moment donné, quand il n'y aura plus de place, qu'est-ce qu'on va faire? Et il faudrait que notre société, et notamment la France, prenne conscience que plus on abandonne, c'est ce que disait M. Sanchez, il y a un moment donné, on ne peut plus les accueillir, il n'y a plus de place. Et donc, on fait quoi avec ces animaux?
Justement, Katia, du coup, on parlait des causes de l'abandon. Enfin, Lisa en a parlé amplement et Guillaume aussi. Et donc, maintenant qu'on a identifié les causes, ou voilà, et ça, on va refaire un peu le petit récap. Mais en gros, voilà, parfois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et ça, il faut quand même le dire. Parfois, il y a vraiment de la détresse humaine. Et je pense que et Guillaume serait là, il serait tout à fait d'accord avec ça aussi. Parfois, il y a des situations désespérantes où les gens n'ont pas le choix. Mais effectivement, dans beaucoup de cas, c'est aussi beaucoup de stupidité. Voilà, on va dire, il y a un peu les deux. Et donc là, il y a des questions. Et je sais que tu es très calé sur le sujet, Katia, donc ça va être pour toi. Et tu parlais du coup du quinquennat, du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron juste tout à l'heure. Est-ce que la loi, du coup, qui vient de passer, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, sur tous les nouveaux décrets qui sont rentrés? Tu peux peut-être les présenter, les commenter. Alors, bon, là, pour l'instant, il y a les premiers décrets qui sont sortis et le premier concerne notamment ce fameux certificat d'engagement et de connaissance. Donc, ce certificat, à partir du 1er octobre 2022, donc c'est dans un mois, en gros, il sera obligatoire. C'est-à-dire que toute personne qui cédera un animal à titre gratuit ou onéreux, ça veut dire c'est un éleveur, une association, un refuge et même un particulier, toute personne qui va donner un animal ou le vendre devra faire signer ce certificat de connaissance et d'engagement. Donc, ce certificat, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, en fait, il va contenir, on va dire, une espèce de... alors, plusieurs éléments. D'abord, il va vous dire quelles sont vos responsabilités en tant que maître. Par exemple, de rappeler que l'identification est obligatoire. Cela dit, quand vous achetez un animal, quand vous l'adoptez, si le cédant a respecté la loi, il est déjà identifié. Donc, tous les animaux qui ne sont pas identifiés, on va dire c'est un circuit parallèle de gens qui font naître des portées chez eux et qui les donnent. Et ces gens-là, je ne suis pas certaine que le certificat va changer quoi que ce soit parce que vous avez toujours quelqu'un qui fait naître un chaton dans un appartement et puis qui va le donner à ses voisins sans satisfaire à cette obligation d'identification. Mais bon, donc ce certificat va vous rappeler les obligations légales, donc l'identification, et puis il va dire aussi tous les besoins de l'animal, aussi bien sanitaires qu'éthologiques, c'est-à-dire qu'on va vous dire que cet animal, il doit être vacciné. Si vous voulez qu'il soit en bonne santé, il doit être vacciné, il doit être vu par un vétérinaire au moins une fois par an. On va vous dire aussi que c'est une espèce, donc le chat ou le chien, parce que pour l'instant, ça ne concerne que le chat et le chien, ça ne concerne pas les nacs. Eh bien, votre chien, il a besoin d'être sociabilisé, il a besoin de sortir plusieurs fois par jour, il a besoin d'être éduqué, parce que les problèmes dits de comportement gênant, c'est une cause d'abandon. C'est-à-dire qu'on achète un chiot, il est mignon, on va le laisser aller sur son canapé, sur son lit, puis il va grandir, on ne va pas l'éduquer. Souvent, on va pas le faire stériliser et donc il va commencer à développer des comportements que vous ne voulez plus. Pour lui, c'est pas gênant, mais vous ne les voulez pas et surtout, vous n'avez rien fait pour les empêcher. Donc là, vous êtes responsable en tant que maître des comportements qui vont faire que votre animal ne vous plaira plus parce qu'il va aboyer, parce qu'il va détruire, parce que vous le laissez tout seul. Donc, en fait, voilà, ce certificat, pour l'instant, n'a pas le contenu exact. C'est à chacun, plus ou moins, on va avoir des grandes lignes, mais bon, on va pouvoir l'adapter. Donc, il va vous dire les besoins éthologiques, physiologiques de votre animal. Et ensuite, il va vous exposer les sanctions auxquelles vous vous exposez si vous êtes contrevenant, donc si vous êtes maltraitant, s'il n'est pas identifié, si vous l'abandonnez. Donc là, on va vous rappeler la loi en disant, ben voilà, si vous abandonnez votre animal, vous exposez à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et donc là, je rebondis du coup sur Lisa, toi qui fais beaucoup de sauvetage. La loi, parce que du coup, j'imagine qu'il y a quand même plusieurs fois où ça passe devant les tribunaux, certains animaux que vous avez sauvés. Et est-ce que tu trouves que justement ces lois sont assez appliquées? Enfin, la réponse va également pour Katia, vous pouvez répondre toutes les deux. Est-ce que tu trouves que c'est, même si je pense qu'on connaît déjà tous un peu la réponse, mais est-ce que tu trouves que c'est quand même de mieux en mieux appliqué ou c'est vraiment encore trop souvent vraiment faiblement jugé? Alors je dirais déjà qu'il y a un point positif, c'est que les forces de l'ordre sont de plus en plus informées et demandeurs. Nous, les gendarmes ou les policiers avec qui on travaille, sont tout à fait ouverts à s'entretenir avec notre juriste pour qu'elle leur explique les procédures ou les infractions à relever dans tel type ou tel type de maltraitance.
Donc ça, c'est très bien parce qu'on est face à quand même à des forces de l'ordre qui sont dans la volonté d'agir. Après, il y a une problématique, c'est de le faire appliquer. Mais surtout, quand ça y est, c'est appliqué et qu'une sanction est tombée, c'est de vérifier derrière. Et ça, malheureusement, je pense qu'on manque énormément de moyens en France pour faire vérifier que les sanctions soient vraiment appliquées. Quelqu'un qui prendrait une interdiction de détention d'animaux, par exemple, derrière, personne ne va le vérifier. Il n'y a pas de fichier. C'est ça, il n'y a pas de fichier. Et en plus de ça, toutes les lois qui aujourd'hui vont vraiment sur le bien-être animal ne concernent quasiment pas les animaux de ferme. Ouais, et ça, nous, on est confrontés. Ça, c'est évident. C'est clair que ce qu'on appelle les animaux de ferme ou de rang, de comment ils sont appelés, c'est sûr qu'ils sont bien moins protégés, même s'il y a encore du boulot à faire déjà sur les chats et les chiens, mais en ce qui concerne... Ouais. Le certificat concerne les chevaux, les équidés quand même, les ânes et les chevaux. La cession d'un équidé doit maintenant passer par un certificat. Et ce qui est important que je n'ai pas dit sur le certificat, c'est qu'en fait, il doit être signé donc, par le cédeur et celui qui adopte ou qui achète, mais il doit être signé 7 jours avant la remise de l'animal. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire que vous ne pourrez plus, il n'y aura plus de foire aux animaux. C'est-à-dire, vous venez à 10h, à 11h, vous cherchez un animal. Vous êtes censé. Donc là, moi, j'espère que dans les foires, tous ces salons, il y aura des forces de l'ordre qui viendront vérifier. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas venir chercher un animal, mais vous aurez dû le réserver avant, passer quand même. Oui, ça peut et être... même si Katia, quelqu'un va dans la foire, et de toute façon, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que le mieux, ce serait carrément d'interdire ce type de salon, ce qu'on appelle les salons du chiot. Mais même si du coup, quelqu'un va dans cette foire, normalement, parce qu'on pense moins qu'ils vont réserver 7 jours avant que la personne vienne dans la ville. Et du coup, s'il vient dans la foire, on va dire l'achat coup de cœur, comme on appelle ça, il est censé être diminué. Exactement. Parce que normalement, la personne n'est pas censée repartir du coup avec l'animal, mais aller sur le lieu du coup de l'élevage 7 jours après. Mais bon, ça, on espère que d'ici quelques mois, ça me paraît un peu ambitieux, mais quelques années, ce genre effectivement d'endroit stop. Alors, on va vu qu'il reste une vingtaine de minutes et qu'on a encore quand même quelques sujets à aborder, j'aimerais bien du coup, les filles, mais avec tout le monde, avec la communauté, vous n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous voulez participer, il suffit de lever la main. Alors, je vous préviens, quand je vous accepte, ça veut dire qu'on vous voit. Donc, nous, il n'y a aucun souci. Mais si vous n'étiez pas préparé, on va vous voir quand même. Mais venez et surtout, n'hésitez pas. Je vois Laetitia qui intervient à fond sur la protection animale. Laetitia, si tu veux venir dans le live, t'hésites pas, tu mets le petit coucou en bas et on t'accepte et tu peux venir débattre avec nous. Et là, du coup, les filles, j'aimerais bien qu'on aille sur, maintenant qu'on a un peu montré l'envers du décor, et bien tout simplement qu'on aille vers les solutions en fait, même si effectivement, donc là, on sait que la vente de chiots et chatons en animalerie va se terminer progressivement, sachant que c'était pas non plus, il faut le reconnaître, il y avait beaucoup d'achats coup de cœur en animalerie, mais c'était une goutte d'eau dans l'océan, il faut quand même le dire aussi. C'est 2% des ventes. Voilà, il y avait finalement très peu d'animaux qui étaient adoptés par les animaleries, donc c'est quand même une bonne chose que voilà, ça a été réglementé, mais c'est pas non plus on le sait, ce qui va changer le futur sur les abandons. Et donc, je voyais justement beaucoup dans les commentaires de la communauté, il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais les pensions sont chères, quelles sont les solutions de garde? Donc, je propose du coup les filles qu'on commence par ça. Et peut-être, alors toi Lisa, sur les animaux plus de ferme, quelles sont les solutions de garde? Peut-être les voisins, mais peut-être qu'il y a aussi des entreprises que nous, on ne connaît pas. Et Katia, je vais te laisser présenter un peu tout le reste. Donc Lisa, je te laisse commencer sur peut-être les animaux effectivement de ferme, comment faire quand on s'absente, etc., etc. Alors en zone rurale, nous on le voit beaucoup. D'ailleurs, on est beaucoup sollicités nous-mêmes par des personnes qui recherchent quelqu'un qui puisse venir au moins une fois par jour, veiller sur les animaux, mettre de l'eau, rajouter une ration de foin. Alors on a mis chez nous un système entre notre communauté locale, j'ai envie de dire, de surveillance. C'est-à-dire qu'un de nos bénévoles, par exemple, va vivre dans la maison de ces personnes-là pendant qu'ils ne sont pas là. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait fréquemment. Ça permet aussi à la personne qui va surveiller les animaux de prendre un week-end ou une semaine de vacances dans une maison qui n'est pas à lui. Donc quelque part, ça le dépayse un petit peu. De profiter aussi des installations, parce que souvent, quand tu as des animaux de ferme, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espace. Donc ça permet à quelqu'un qui sera en ville de passer une semaine à la campagne, par exemple.
Nous, je sais qu'au sein du refuge, on a de nombreux services civiques. Et le service civique, on sait que bon, l'indemnité, elle n'est pas énorme. Et du coup, nos services civiques répondent spontanément à ce genre de demande. Quand ils ont fini leur journée ici, ils vont nourrir les animaux de quelqu'un en échange d'une petite compensation financière, quoi. Bah, et ça, Lisa, je pense que vu qu'évidemment sur Brut et toute la commune, voilà, on est sur une tranche d'âge assez jeune, donc je pense que c'est hyper bien que tu parles un peu justement du service civique et comment est-ce qu'ils peuvent aider en échange quand même d'une rémunération, même si elle est moindre, mais comment est-ce qu'ils peuvent aider les assos et comment est-ce que toi, ça t'aide au quotidien? Alors le service civique pour nous c'est quelque chose de vraiment génial parce que alors le service civique à la base c'est pour résumer l'État qui va encourager des jeunes en dessous de 26 ans à s'investir dans une cause pour une cause d'intérêt général. Donc ils sont mis entre guillemets à disposition d'une association d'intérêt général ou d'une administration en échange d'une indemnité de 580 € par mois pour pouvoir développer une mission au sein de notre structure. Donc attention, hein, ce n'est pas un emploi déguisé. Les services civiques, c'est vraiment des personnes qui vont amener leur pierre à l'édifice. Nous ici, on en a 8 cette année. Ils ont chacun une mission vraiment spécifique. Donc au-delà de participer aux missions du refuge, aux soins des animaux, comme tout le monde, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'ils ont un attrait pour notre structure, ils vont vraiment développer, par exemple, on en a une qui va développer l'accès famille d'accueil. Donc, elle va visiter chez les personnes, nous créer des dossiers de famille d'accueil. Il y a quelqu'un qui va aussi créer un calendrier pour le refuge. Donc, elle travaille dessus l'après-midi au bureau, elle essaye de faire des belles photos. Donc, c'est vraiment des plus par rapport au fonctionnement de l'association. L'association doit pouvoir fonctionner sans eux. Mais au final, nous, on se rend compte qu'il y en a quand même 2 qu'on a salariés derrière, parce qu'ils se sont rendus indispensables. Ils ont créé un outil de développement pour le refuge, c'est vraiment leur projet. Donc pendant les 8 mois du service civique, ils ont créé ce projet-là. Et derrière, on s'est dit, mais en fait, c'était indispensable et c'était évident. Parce qu'évidemment, c'est une majorité de jeunes hein, qui sont aujourd'hui très présents sur les réseaux sociaux, qui maîtrisent parfaitement l'outil informatique. Donc, ils nous apportent vraiment des connaissances qu'on n'a pas le temps de développer nous, par exemple. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes personnellement très présent, enfin, et on le répétera à la fin, mais vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et vous faites un contenu qui donne envie de partager. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pour toutes les associations, quand les communautés partagent, que ce soit les belles histoires comme les moins belles histoires, et évidemment les animaux adoptés. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit, que tout le monde peut faire et qu'on vous encourage évidemment à faire, que ce soit en post, en story, de partager évidemment les histoires d'animaux. Et Katia, du coup, je te laisse continuer et prendre la suite sur la partie garde d'animaux avec des solutions qui sont payantes, avec des professionnels et d'autres qui le sont un peu moins et qu'on en parle, voilà, que ce soit des moins en fonction des services. Alors, j'ai bien vu hein, qu'il y avait un commentaire en disant oui, on devrait baisser le prix des pensions. Des pensions, en fait, les prix, il y a un peu tous les tarifs. Il ne faut quand même pas trop baisser les prix des pensions parce que la prise en charge d'un animal, c'est un travail. Hein, donc, ce sont des entreprises hein, avec des gens qui travaillent, donc qui s'occupent de votre animal, qui offrent une structure d'accueil à votre animal, qui s'en occupent. Souvent, c'est eux qui fournissent l'alimentation, sauf s'il y a une alimentation particulière. Donc, il y a du personnel qui est à demeure. Donc, il ne faut pas non plus… moi, je dis qu'il faut toujours se méfier quand le prix est trop bas. Je sais que dans le Nord, par exemple, il y a eu un pensionneur qui a été arrêté parce qu'ils avaient un prix. En fait, il y a des animaux qui sont morts, maltraités, pas nourris. Enfin bon. Donc, il y a quand même un prix, il faut que des gens en vivent. Mais c'est vrai que si on trouve que c'est trop onéreux, de toute manière, on peut faire toujours appel à sa famille. Hein, ça, c'est une première chose. Mais aujourd'hui, il y a quand même plein de structures ou de plateformes qui permettent, alors soit de faire un échange de services. Donc, vous gardez un animal d'une famille et cette famille, quand elle part en vacances, et cette famille, quand elle est revenue et que vous partez en vacances, va garder votre animal. Ça existe, même quand j'étais jeune, ça existait. C'est un échange de bons procédés, ça fonctionne toujours. Après, pas sûr. Tu es encore jeune. Pardon ? Tu es encore jeune, t'inquiète. Tu es très belle. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que bon, c'est des choses qui existaient. Donc, si elles continuent à exister, c'est que ça marche bien. Ensuite, vous avez des plateformes. Alors, je pense à Gardi Canin, par exemple, mais où vous avez des retraités qui viennent chez vous garder votre animal parce qu'il y a des animaux qui ne peuvent pas partir de chez eux. Âgés. Les chats, par exemple, ont du mal à quitter
espace de vie. Et donc, vous avez souvent, ce sont des retraités qui viennent chez vous. Alors, en plus, ils gardent votre animal ou vos animaux. Et en plus, ils gardent votre maison. Il y en a même qui remplissent le frigo juste avant que vous rentriez. Donc là, on va dire, vous offrez des vacances, entre guillemets, à un couple de personnes âgées et qui viennent garder votre animal. Ensuite, vous avez d'autres plateformes comme c'est pasbête.com, je crois, où vous échangez des bébêtes, c'est-à-dire c'est comme des points. Donc, vous rendez un service à la communauté et puis avec les points que vous avez cumulés, les bébêtes que vous avez cumulées, et ben la communauté, quelqu'un de la communauté va vous rendre ce service. Vous avez quand même tout un tas de... je prends ta suite parce que sur la partie justement tout animaux, tu as monbibou.fr qui eux Mon font bibou tous les aussi, exactement. Et en ville, qui donc, est très connu et qui est spécialisé par contre sur les chiens, mais qui est très connu et dont tu connais très bien le fondateur, tu as Empreinte Mon Toutou, où là effectivement Empreinte tu peux Mon aussi Toutou avoir... aussi, donc ils ont étendu leur action justement à simplement, enfin au départ c'était simplement la promenade ou une demi-journée, mais vous pouvez via Empreinte Mon Toutou. Donc il y a plein de plateformes, il y a Animaux, je crois, enfin il y en a plein comme ça. Qui permettent, il suffit de taper sur Internet. Alors après, il faut quand même faire attention, il faut regarder les avis, surtout téléphoner, prenez contact avec la personne qui vient garder votre animal. Il ne faut pas vous confier quand même à un membre de votre famille. Voilà, avant de le laisser 15 jours, faire quand même 2-3 balades avec les personnes, se rencontrer. Exactement. Voilà. Et c'est tout. Laetitia, bienvenue sur Brut. Oui. Tu nous as rejoint, tu es très active dans les commentaires. Laetitia, je crois que toi, la protection animale, c'est aussi hyper important pour toi. Et notamment, toi, sur des races en particulier qui sont sensibles, et notamment l'Akita. Effectivement, en fait, je suis bénévole dans une association. C'est une petite association qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui est vraiment spécialisée dans les races japonaises, c'est-à-dire le Shiba Inu, qu'on connaît très bien aujourd'hui. En mode en plus. Voilà, Akita Inu et l'Akita américain. Donc ça, c'est vraiment la très très grosse version. Et effectivement, un peu comme tous les refuges, on a tous les ans davantage d'abandon et on remarque qu'on a aussi de moins en moins d'adoption, de demandes d'adoption. Et notamment sur ces dernières années, donc c'est pas évident. Et je pense que les races japonaises sont des races primitives. Donc en plus, il y a toujours une sélection à faire évidemment dans les adoptions. Bien sûr. Mais là encore, encore un seuil au-dessus parce qu'il faut éviter notamment enfants en bas âge, notamment chez ce sont des races très délicates quand même, à la mode mais très délicates. Oui. Donc on essaye de vraiment prévenir, mais malheureusement, voilà, c'est un peu comme ce qui était dit avant dans le live. Les gens se renseignent pas forcément. Et c'est quand il y a les problématiques qui arrivent que soit on arrive à l'abandon, soit on essaye justement d'aider les gens, de les mettre en relation avec des éducateurs canins. Mais ouais, c'est des races quand même qui sont assez particulières et sur du gros gabarit notamment, ça pardonne pas trop, quoi. Et toi, Laetitia, du coup, quelles seraient tes solutions justement pour éviter les abandons dans les refuges, même si voilà, on se dit que le zéro abandon risque peu d'arriver, puisque comme on le disait, parfois c'est vraiment plus des étapes de vie. Mais pour toi, quelles seraient un peu justement les règles à mettre en place pour éviter du coup toutes ces vagues d'abandon? Alors déjà, par rapport aux certificats que notamment les associations doivent faire, donc ce qui prend aussi du temps pour les associations, très honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qui va engager les gens sur la durée et c'est pas ça qui va faire qu'ils n'abandonneront pas derrière. Moi, déjà, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions, mais qui sont tenues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, abandonner, c'est aussi simple que d'acheter. Alors que si malheureusement on doit en arriver là, souvent c'est que si la sanction elle est vraiment là et qu'on montre l'exemple, peut-être que déjà les gens réfléchiront à 2 fois. Mais après déjà en amont aussi, effectivement comme on l'a dit, arrêter tout ce qui est le salon du chiot parce que nous notamment dans notre refuge, on voit beaucoup de provenance de ce type de salon, ou du moins des éleveurs qui vendent dans ce type de salon. Et effectivement, alors peut-être, je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas énormément, mais au niveau de l'État, il peut y avoir plus de règles, un certificat de détention avant l'achat d'un chien ou d'un chat, une formation obligatoire, voilà, des choses comme ça qui peuvent un peu plus s'engager, je pense, que de juste signer un document qui n'engagera pas
plus les gens, enfin, pour moi, ça aidera pas. Alors moi, je voulais juste préciser quelque chose, parce qu'on dit, bon, il y a beaucoup d'abandon, ce qui est vrai, mais il y a quand même il y a des gens qui abandonnent auprès des refuges. Abandonner, c'est toujours un choix difficile, mais il vaut mieux l'abandonner dans un refuge parce qu'au moins, il aura une chance d'être adopté. Mais il y a un vrai drame qui se noue tous les ans, et c'est bien plus que l'abandon, en fait. C'est le défaut de stérilisation, notamment des chats. Et donc de ces portées aujourd'hui dans les associations, c'est un vrai drame, hein, parce que moi sur ma plateforme, la Solidarité Peuple Animal, je n'ai que des chatons en ce moment. C'est-à-dire ce sont des petites associations, hein, la SPA, tout ça, ils n'ont pas besoin de la plateforme, mais ce sont des petites associations qui ne font que récupérer des chatons, qui ne sont pas sevrés, qui sont abandonnés dans des cartons, qui sont, on appelle ça des chatons de portail, mais ils sont déposés ou jetés au-dessus du portail de l'association. Et ça, ils se comptent par milliers, ces chatons. Et donc là, on est bien loin de, on va dire, de la préoccupation de prévenir sur les obligations, sur le comportement. Le chat, c'est vraiment un défaut de stérilisation. C'est par centaines de milliers, honnêtement, que ces chatons arrivent. Et le problème cette année, c'est qu'il n'y a pas d'adoption. Certainement parce qu'il y a eu énormément d'adoptions pendant les confinements, les gens ont pris énormément d'animaux, et puis là ils sont tous libérés des contraintes de confinement, donc ils partent tous en vacances, ils n'ont pas envie de s'encombrer avec un chat ou un animal, hein, quel que soit. Et puis il y a quelque chose qui arrive et qui va être énorme à mon avis, c'est l'inflation. Donc l'inflation, ça n'est que le début, ça va générer des abandons pour raisons économiques. Je pense que c'est que le début de ces abandons-là. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à la stérilisation. Ça, c'est on va dire, pour moi, le moyen premier de lutter contre les abandons, c'est de stériliser les chats. La stérilisation, selon moi, elle doit limite être obligatoire. Et au-delà de ça, si on doit parler aussi du tarif pour les gens, alors moi, je m'y connais un peu plus en chien, et notamment sur du gros chien, la stérilisation pour les femelles, hein, surtout, et pour les mâles aussi, ça a quand même un coût, et les vétérinaires, c'est vraiment très cher, et c'est pas à la portée de tous. Non, alors on peut le dire, par contre, sur les personnes qui ont des faibles revenus, il y a quand même beaucoup de refuges et grandes assos comme petites assos qui permettent un dispensaire. Alors, généralement, ce n'est pas 100% de la stérilisation qui est pris en charge, mais parfois, on arrive quand même à 50%, voire voilà, quand la personne a vraiment un manque de revenus, on peut avoir une stérilisation. Maison Alfort, je crois, qui baisse les prix ou il y a quelque chose aussi. Mais parfois pas, mais bon, vu qu'il y a des personnes de toute la France, on peut trouver dans plein de refuges. Puis le demander. Oui, et puis, alors, par contre, généralement, ils demandent une attestation de revenus pour que tout le monde n'aille pas dans les assos normales. Voilà. Je veux dire, quelqu'un qui gagne très bien sa vie, s'il commence pour des économies à aller dans les refuges, on s'en sortira pas. Donc ça. L'association vétérinaire pour tous, où en fait vous payez un tiers du prix d'une stérilisation, mais moi je trouve il ne faut pas toujours dire que c'est à cause du coût des vétérinaires, parce que le tarif des stérilisations, il est assez constant depuis plusieurs années, il n'a pas beaucoup augmenté. Après, la médecine vétérinaire progresse au même titre que la médecine humaine, et donc aujourd'hui en tant que propriétaire, quand on a son animal qui est malade, on a envie qu'il soit soigné aussi bien que nous, avec les mêmes outils que nous. Donc, nous, on ne paie pas la santé puisqu'il y a la sécurité sociale. Donc, quand on fait faire une radio à votre animal ou une prise de sang, une analyse d'urine, si on vous dit, j'en sais rien, c'est 90 €, c'est 50 €, c'est 100 €, vous trouvez ça démentiel, mais l'équipement, le matériel et le temps qui est passé justifient ce prix-là que nous, on paierait si on devait payer notre santé. Donc, c'est vrai qu'il y a un biais chez nous à cause de la sécurité sociale où on n'a pas idée du coût de la santé. Mais d'ailleurs, ça, les filles, on peut en parler, c'est parce que mais même chez les animaux de ferme, etc., puisque les pépins de santé peuvent arriver et ça coûte très cher, encore plus quand vous avez un chou à terre, et je pense que Lisa le confirmera, ça coûte beaucoup plus cher qu'une stérilisation de chat. Et évidemment, pour moi, c'est clair qu'avoir une assurance santé animale, c'est pareil, mine de rien, ça protège. Ou si on ne souhaite pas avoir d'assurance santé animale, au moins avoir un petit compte ou quelque chose comme ça pour son animal, où tous les mois on met une telle somme,
ou en cas de pépin, parce que ça, on le voit souvent dans les refuges, et je pense que Lisa, ça a dû t'arriver quelques fois aussi, et Katia, tu le sais de par ton expérience, et Laetitia, je pense pareil, où effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent en refuge parce que leur animal est malade et autres, et tout simplement, ils n'ont pas les moyens en fait financiers de s'occuper quand c'est une longue ou grave maladie, et effectivement, là, du coup, c'est une cause d'abandon, et c'est vrai que ça ne devrait pas arriver, et les gens, voilà, s'ils n'ont pas confiance dans les assurances, au moins ouvrir un compte pour son animal et mettre chaque mois une petite somme pour, en cas de pépin, pouvoir tout simplement aider son animal. Donc, on arrive sur la fin et on avait une question effectivement dans les commentaires où c'était il faudrait sensibiliser les lieux de tourisme et les hébergements pendant les vacances. Bon, je la retrouve plus, mais c'était quelque chose comme ça. Et alors, sachez qu'il y a quand même de plus en plus, pareil, de plateformes pour tout simplement pouvoir partir en vacances avec son animal, même si c'est moins facile avec un chat. Et Lisa, je pense que tu me confirmeras, c'est encore moins facile avec un cheval, un âne ou une oie. Mais en tout cas, en ce qui concerne les chiens, on peut citer le site Emmène ton chien. Je ne sais pas si tu en connais d'autres cas, mais qui hébergent simplement les hébergements dits pet friendly. Et maintenant, c'est vrai que quand même, il y a de plus en plus de chaînes d'hôtels, de gîtes, etc. qui acceptent les animaux. Et c'est toujours pareil. Après, ça, c'est comme les excréments en ville. C'est aussi à nous d'être des maîtres responsables et de rendre... on veut que ça se démocratise. C'est aussi une fois qu'on part de l'hébergement touristique, de laisser l'endroit en fait comme on peut le trouver à notre arrivée, quoi, parce qu'effectivement quand il y a des poils partout sur l'hôtel ou ce genre de choses, ça n'encourage pas vraiment les professionnels du tourisme à accepter les animaux de compagnie. Donc ça, c'est vraiment à nous en tant que propriétaires de le faire. Alors je vois que l'heure tourne très vite, on aurait pu rester là 3 heures, mais j'aimerais bien du coup chacune de vos tours que vous tout simplement expliquer à la communauté comment ils peuvent vous aider la protection animale de manière générale. Et donc, Katia, je te laisse démarrer. J'ai pas compris ta question, je suis désolée. En gros, comment est-ce que la communauté, tu vois, mais de manière générale, de toute façon, comment les gens peuvent aider? Donc, il y a évidemment, bien sûr, les dons, être bénévole, mais on sait qu'il y a aussi plein d'autres actions, et c'est le cas d'ailleurs sur ta plateforme Solidarité Peuple Animal. Effectivement, donc j'invite toute la communauté à aller sur solidaritépeupleanimal.com. Il y a plus de 300, près de 350 associations qui attendent d'être aidées, qui attendent, il y a des animaux à adopter, mais qui veulent être aidés, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de dons. Pas forcément d'argent sur cette plateforme, il n'y a pas de dons d'argent à part des dons pour la plateforme pour nous permettre d'organiser des distributions, des choses comme ça, mais on ne fait pas de collecte pour des animaux spécifiques, on n'est pas Hello Asso, parce qu'on veut aussi maîtriser ce qui est fait avec l'argent. Mais vous pouvez, si vous avez une compétence ou simplement envie de consacrer un peu de votre temps, ça peut être une demi-journée par semaine ou 2 heures le mercredi, mais il faut, si vous vous engagez dans le bénévolat, il faut être constant. L'association auprès de laquelle vous allez être bénévole va compter sur vous. Donc, ne dites pas, c'est bénévole, je viens, je vais, je reviens, comme je veux. Et va vous former au début, donc va passer du temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover dans les bénévoles et c'est toujours un gros problème. Donc, si vous pouvez commencer, moi j'ai toujours commencé petit, 2 heures, une demi-journée. Et puis, si vraiment vous voyez que ça vous plaît, tout ça, augmentez, mais ne partez pas en disant, je vais venir tous les samedis, dimanches. En général, on ne tient pas ça. Donc, il faut être modeste et être humble. Et là, vous allez faire le bonheur de plein d'associations. Merci beaucoup, Katia. Et Katia, on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux avec Solidarité Peuple Animal ou le MAC 30 millions d'amis, puisqu'on répète que tu es également rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. Et c'est Katia qui a initié la journée mondiale contre l'abandon qui se tient en fait les derniers samedis du mois de juin, donc tout simplement avant les départs en vacances et malheureusement une certaine vague d'abandon. Et donc chaque année, vous avez déjà dû le voir sur les réseaux sociaux, c'est Katia qui a l'initiative de cette formidable journée et que chacun peut s'approprier, partager sur les réseaux, en parler. Évidemment, on refera une émission spéciale pour cette journée, j'en suis certain, sur Brut. Et du coup, Lisa, je te passe la parole pour comment aider du coup la ferme refuge des Trois d'Inde. Alors, pareil, évidemment, on sait tous que le nerf de la guerre, c'est les finances, parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, évidemment, le foin, tout coûte beaucoup plus cher. Mais on a aussi une plateforme qui s'appelle Teaming, qu'on utilise, nous. On va lancer bientôt une vidéo promotionnelle. En fait, ça permet d'aider à hauteur de 1 € par mois. Et je trouve que ça, c'est génial parce que 1 € par mois, on ne le sent pas dans le budget personnel.
En revanche, avec la force de la communauté, on est persuadé que vraiment ça peut prendre de l'ampleur et pérenniser en fait nos actions, parce que c'est tout le temps ça qui nous fait peur, c'est que c'est toujours des dons ponctuels en fait. On vit de dons, mais on ne sait pas le mois prochain si on en aura autant ou pas. Alors qu'avec une plateforme comme ça nous permettrait d'avoir une assurance de, je sais pas, si on a 500 contributeurs déjà, ben on sait qu'on a une enveloppe de 500 € par mois et on saura déjà l'attribuer à un poste qui sera important et crucial, notamment les frais vétérinaires par exemple. Après, il y a aussi une façon de nous aider qui est très simple, qui va rien changer à votre vie, qui va rien vous demander en termes de finances, c'est d'utiliser le moteur de recherche YouCare. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, YouCare, c'est comme Google. Vous faites vos recherches et vos recherches, en fait, sont transformées en financement pour les repas des animaux des refuges. Donc, nous, on est présents sur cette plateforme. Il vous suffit de télécharger, en fait, ce moteur de recherche et vous avez la même habitude de consommation d'Internet que quotidiennement. Et ça permet en fait au fur et à mesure de créer des... dans le moteur de recherche et vous arrivez Exactement. à la recherche, sauf que ça convertit tous les 45 recherches que vous effectuez. Il y a un repas qui est offert aux animaux des refuges. Oui, donc ça c'est une façon, sans rien changer à notre quotidien, de soutenir plein d'initiatives, plein de refuges. Donc je trouve que c'est vraiment génial parce que ça permet à tout le monde en fait de pouvoir nous aider facilement. Et toi Lisa, après, évidemment... Vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, termine. Oui, je disais aussi que pour nous aider, c'est aussi relayer les actions qu'on peut mener. Parce que souvent, moi je le vois, j'ai eu le cas une fois d'une contestation de décision de justice. J'ai fait appel à la communauté de la protection animale à travers une pétition. Et en fait, ça permet de sauver des vies aussi, d'être unis tous ensemble, parce que relayer nos actions, c'est sensibiliser aussi à travers nos réseaux sociaux, par exemple. Il y a plein de gens qui m'écrivent, moi, en me disant « Waouh, merci pour vos actions parce que vous nous faites aimer les chèvres ». Et ça, pour moi, c'est une belle réussite parce que finalement, on se rend compte que pour les animaux de ferme, en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui font la distinction entre les animaux domestiques et les animaux de ferme. Alors que quand on va tomber sur un post d'une chèvre qui va avoir une attitude particulière, faire un câlin ou quelque chose comme ça va permettre aussi de sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas ces animaux à leur bien-être à eux. Donc voilà, c'était la dernière parenthèse. Canon. Et toi Lisa, on peut te retrouver sur quasi tous les réseaux sociaux puisque vous êtes une asso très active avec des jolis reels, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi partager. Et comme tu le dis, ça vous aide beaucoup quand les communautés s'abonnent et partagent. Et je vois qu'il y a d'ailleurs Quentin qui le dit dans les commentaires, et s'abonner au compte Instagram, ça aide pour avoir de la visibilité, évidemment. Et d'ailleurs, ça aide beaucoup à réduire le temps des animaux en refuge. Plus on partage sur nos réseaux sociaux des animaux qui sont peut-être tout simplement à l'autre bout de la France pour nous, mais qui pour quelqu'un de notre communauté va être finalement tout à côté. Et là, c'est comme Tinder, c'est le match. Il se dit finalement, c'est l'animal que je voulais. Et du coup, on peut réduire de nombreux mois, voire années, la présence d'un animal en refuge juste parce qu'on partage sur nos réseaux sociaux. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes. Et ça aide vraiment les assos, ça leur fait monter en visibilité. Pareil, quand les gens veulent donner, etc., ça permet de se dire, tiens, cette asso, je l'aime bien, je l'ai découverte. Et Lisa, comme Katia, je vous invite vraiment à les suivre. Donc, Solidarité Peuple Animal et les Trois Dindes, du coup, sur les réseaux sociaux. Et Laetitia, du coup, comment est-ce qu'on peut aider Akita Home ? C'est un petit peu pareil. L'association qui est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, les partages des annonces des chiens qui sont notamment dans le refuge depuis bien longtemps maintenant. Et puis, pareil, les dons, comme tous les refuges, on a besoin de sous. Donc, et c'est pareil, on a le système de teaming avec 1 € par mois et qui a très bien expliqué. Je connaissais 1 € pour une personne, mais c'est génial et je trouve qu'il devrait être plus répandu parce qu'effectivement, comme vous le dites, 1 €, ça se voit quand même pas trop dans le budget. Et c'est clair que pour aider les personnes, si on se met dessus, je connaissais pas Timmy, donc vous voyez comme quoi, même moi, j'en apprends avec ce live. Moi, non, je ne sais pas. Je vais aller regarder. Tu vois, Katia, on en a... En fait, voilà. J'aime bien dire que en gros, allez, ce mois-ci, tu vas te priver d'une baguette de pain, quoi. Tu vois, ouais, c'est pas la marque. 1 €, mais pour une association, toujours 1 € à mettre dans n'importe quoi par mois. Donc là, vu que ça fait je suis assez d'accord. Tu vois, enfin, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment trouver, c'est une super bonne idée. En tout cas, les filles, merci beaucoup pour votre présence sur cette première de la touche animale sur Brut. J'ai été ravie de la partager avec vous et ça m'a fait bien chaud au cœur. Et on se retrouve mardi prochain pour un
de nos animaux de compagnie. Comment éviter la déprime, puisque nous, on va retourner au boulot quand même, hein, il est temps. Donc, comment éviter la déprime, comment les occuper. Et je serai accompagnée de Chloé Fesch, qui est comportementaliste et éducatrice canine, et de Marion Ruffier, qui est comportementaliste pour chat. Donc, on se retrouve mardi. Encore merci les filles. Merci à tous d'avoir suivi ce live, d'avoir commenté, d'avoir partagé. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et très belle soirée à tous. Merci. Ciao, ciao. Salut. Salut.